Mes amis de Latitude 45, de nouveau, on est ici avec M. Colin Chabot. Aujourd'hui, on va parler d'une chose très intéressante parce qu'on va parler des pyramides. Et par exemple, si on parle des pyramides, on peut dire que les pyramides d'Égypte, c'est plus ancien que les mêmes civilisations égyptiennes. Donc, il y a beaucoup de mystères dans les pyramides. Même au Mexique, les pyramides sont magiques. Il y a beaucoup d'histoires qu'on ne connaît pas. Et on va parler de ça avec M. Colin Chabot ce soir. Colin, bienvenue à Latitude 45. On va parler aujourd'hui de cette chose merveilleuse que c'est les pyramides. Oui, oh, les pyramides. Oh. Oui, c'est le deuxième rendez-vous. J'avais promis qu'on parlerait des pyramides, alors je tiens parole. On va commencer. Comment raconter toute cette histoire? Parce que je vais raconter l'histoire selon l'entité qui est en moi, qui a vécu l'époque, qui a connu cette époque-là et qui a même participé concrètement à la construction des pyramides. Des pyramides, il y en a beaucoup. Je vais ouvrir tout de suite le sujet en disant, je vous recommande d'aller voir sur YouTube un documentaire qui s'appelle « La révélation des pyramides ». La révélation des pyramides, c'est le documentaire d'1h40 que j'ai vu dans ma vie qui est le plus près, plus juste de la vraie histoire. C'est un documentaire, il faut que je vous explique que moi je regarde beaucoup de documentaires, je lis beaucoup de textes, et c'est pas dans ces textes ou dans ces écrits, dans ces vidéos que je prends l'information. Je lis un texte, je regarde une vidéo et quelque chose en moi me dit il y a quelque chose de vrai là. Donc, ce que je vais vous parler ce soir, c'est pas ce que j'ai lu, mais j'ai eu des points de repère dans ma vie qui m'ont fait dire « Ah, cette personne-là touche très proche de la vérité. » Ce documentaire-là résume rapidement que les pyramides contiennent un immense savoir, celles de Khéops qui sont en Égypte, elles contiennent un immense savoir d'une grande complexité, d'un grand raffinement qui a été mis dans ces pierres. La conclusion de ce documentaire, c'est que la pyramide contient comme message principal, et c'est ça qui est très important, c'est qu'il y aurait un cycle planétaire qui se répète à peu près à tous les 26 000 ans, qui, à tous les équinoxes planétaires, la Terre subit un choc au niveau des pôles magnétiques et la Terre subit un basculement. Et ça, c'est pas à tous c'est le cycle complet, c'est à tous les 26 000 ans, mais donc l'inversion des pôles magnétiques suivie de l'inversion des pôles géographiques se fait à tous les 12-13 000 ans, donc à la moitié du cycle. La conclusion du documentaire, c'est que les pyramides auraient été construites, et même celles qui sont au Mexique, au Pérou, en Amérique du Sud, en Chine, auraient été construites, et surtout celles de Khéops, auraient été construites comme une immense horloge pour prévenir les gens du futur d'une possible catastrophe 15 000 ans plus tard. Regardez ce documentaire, il est assez complet, mais il manque juste un petit détail. Et c'est le détail qui fait toute la différence. C'est que dans le documentaire, on finit en disant Khéops et les autres pyramides autour de Khéops sont une immense horloge qui indique le temps et qui indique quand va revenir le débalancement des pôles. Mais il n'y a pas personne à l'époque qui aurait construit des pyramides aussi gigantesques que pour avertir le futur d'un possible débalancement des pôles. C'est aussi la solution. Parce que dans le documentaire, on parle qu'il y a toute une chaîne de pyramides qui a été construite sur un des méridiens de la planète, qui est presque aussi long que celui de l'équateur. Et pourquoi? Parce que c'est la solution. OK. Comment commencer en disant, les gens ne savent pas que les montagnes sur la Terre jouent un rôle très important pour l'équilibre de la planète.
les plaques tectoniques se déplacent, se rencontrent, rentrent en collision et forment une montagne. Mais ces montagnes-là sont des accumulations d'énergie qui vont vraiment jouer un rôle dans l'équilibre de la planète et dans son mouvement. Alors, je reviens à l'autre vidéo où j'expliquais qu'il y a eu un débalancement des pôles de la planète Terre il y a à peu près 15 000 ans. Ça faisait à peu près 15 000 ans qu'on était sur la Terre. Okay, on a amené les premiers humains de la nouvelle génération, ceux qui sont nos ancêtres, à peu près il y a 35 000 ans à peu près. Et 15 000 ans plus tard, on savait qu'il y aurait des catastrophes enclenchées par un débalancement des pôles. Et quand les gens ont subi des catastrophes, il y a eu des continents qui ont disparu, il y a eu l'Atlantide qui est au milieu de l'Atlantique a été entièrement engloutie. OK, je vais dire quelque chose. Les gens, tant qu'à répondre à des questions, je vais répondre à des questions. Le fameux triangle des Bermudes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pyramides du continent de l'Atlantide qui ont été englouties et qui continuent encore à fonctionner, qui continuent encore à générer des champs magnétiques d'une grande intensité. Les pyramides il y a des pyramides sous-marines qui jouent encore ce rôle-là et qui déséquilibrent, qui perturbent tous les instruments et qui perturbent aussi les perceptions et qui peut même rendre défectueux des moteurs d'avions et de bateaux. Ce sont des pyramides englouties qui sont englouties depuis 15 000 ans et qui ne sont pas entièrement arrêtées. C'est ça? Il ne faut pas chercher plus loin. Alors, je reviens à l'idée qu'il y a 15 000 ans, il y a eu à peu près 15 000 ans, ne soyons pas là, à cheval sur le nombre de millénaires, la Terre a subi un immense débalancement qui a amené les pôles à changer d'endroit, les pôles magnétiques suivis des pôles géographiques. Et là, la Terre est rentrée dans une période de plusieurs siècles où il y avait des perturbations continuelles, des ouragans, des typhons, des tsunamis, des volcans en éruption, des tremblements de terre, la végétation a dépéri, les récoltes ont dépéri. Alors les humains sont rentrés dans une période de survivance, une période où on ne cherchait qu'à survivre. À ce moment-là, Naja avait déjà transporté en Égypte son entourage, les gens qui lui étaient restés fidèles. Et parce qu'à l'époque, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, l'Égypte, à cette époque-là, était verdoyant. C'était des terres luxuriantes. Et c'est simplement encore là, récemment, que j'ai appris qu'on est en train de découvrir qu'à cause d'une certaine série d'événements, le Sahara verdoyait à tous les 20 000 ans. À cette époque-là, toute l'Égypte et tout ce qui environne l'Égypte et une partie du Sahara, c'était verdoyant. Alors les cultures étaient magnifiques. On a amené là-bas une partie de notre technologie, nos vaisseaux spatiaux, nos instruments, notre technologie, mais pendant 2 siècles, 3 siècles, il y a eu tellement de ravages climatiques que beaucoup de gens sont morts, beaucoup de techniciens sont morts, nos instruments, faute de réparateurs, faute de gens qui savent s'en servir, il y a eu un déclin. Donc en Égypte, et ça, on parle d'il y a à peu près, je dirais 13-14 000 ans qu'on s'est installé en Égypte. Et à ce moment-là, toute notre technologie était en déclin et on ne pouvait pas vraiment l'entretenir parce qu'on n'avait pas ni l'effectif, ni les gens compétents, et ni aussi les sources d'alimentation pour les faire fonctionner. À ce moment-là, après 2 siècles, 3 siècles de perturbations, les populations en avaient assez. Et ils sont venus voir les dirigeants et dire, écoutez, faites de quoi? Il faut qu'on fasse de quoi pour que le climat se stabilise. Et c'est à ce moment-là que la plupart des dirigeants ont décidé d'entreprendre une série de constructions de pyramides. La construction des pyramides n'avait qu'un seul rôle au point de départ, c'était de capturer des énergies dans l'air, les concentrer dans un faisceau au centre de la pyramide, et ce faisceau-là est envoyé directement dans les veines de la Terre pour la stabiliser. Parce qu'on sait, moi je sais, les gens ne le savent peut-être pas, mais les montagnes jouent un rôle très important comme stabilisateur sur la planète.
Et on a décidé de carrément de construire artificiellement des montagnes à des endroits cruciaux de la planète qui aideraient à stabiliser premièrement sa rotation, son axe et son mouvement autour du Soleil. Parce qu'il ne faut pas oublier que son mouvement de rotation, son mouvement autour du Soleil, son axe était chaotique depuis au moins 2 à 3 siècles. Les gens se posent beaucoup de questions sur les fameuses pyramides et le rôle qu'ils ont joué. Moi, quand j'étais jeune, j'ai déjà été jeune, quand j'avais 20-25 ans, c'était à l'époque des hippies, suivi du mouvement Nouvel Âge. À l'époque, une des expériences que beaucoup de jeunes underground faisaient, c'était de construire des pyramides miniatures, de construire une pyramide en verre ou dans un autre matériau. Et on faisait des expériences avec ça. On mettait en dessous d'une pyramide des fruits, des légumes. Et grâce à la forme de la pyramide parfaite, les fruits et légumes avaient une conservation 2 à 3 fois plus longtemps qu'à la normale. On pouvait mettre même des vieilles lames de rasoir, toutes rouillées, on les mettait en dessous, et 3 jours plus tard, elles retrouvaient leur jeunesse, elles redevenaient fonctionnelles. Cherchez pas plus loin le rôle fondamental des pyramides. Ce sont des immenses concentrateurs d'énergie qui, après, on la dirige où qu'on veut. On peut alimenter des instruments avec ça, mais surtout, c'est qu'on peut les envoyer dans les veines principales de la planète, puisque la planète, c'est un corps vivant, et aider à stabiliser la planète. Vas-y. Oui. Il y a des personnes qui utilisent des pyramides escales pour faire la méditation. Ouais. Ça, c'est la bonne chose? Méditer sous les pyramides? Sous une pyramide, oui. À côté, c'est pas efficace, mais sous une pyramide, absolument. Il y a eu beaucoup de gens à travers le monde qui ont fait des expériences de construire des pyramides, mais selon les proportions justes de la pyramide de Khéops, pas celle nécessairement mexicaine, mais celle de Khéops, qui a des proportions parfaites. Et si tu peux te construire une pyramide qui pourrait avoir 8 pieds de haut, respectant la forme exacte, et tu te mets en dessous et tu es énergisé. Absolument. Il y a eu beaucoup d'expériences dans les années 70-80 qui ont été faites dans ce sens-là, qui ont prouvé que n'importe quelle proportion de pyramide que tu fais est un accumulateur d'énergie. Et quelqu'un qui est en mauvaise santé, qui a des problèmes à différents niveaux, c'est très efficace. À la rigueur, tu peux t'en faire une petite et tu la mets au-dessus de ta tête, tu peux la suspendre. La mettre comme un chapeau, tu peux avoir l'air un peu ridicule, mais bon, si tu restes en dedans chez toi, ça va être correct. Donc, c'était ça, la fonction originelle des pyramides. La pyramide de Khéops, mais aussi d'en construire toute une série le long d'un méridien très précis autour de la planète pour créer ce que je pourrais dire une chaîne de montagnes artificielles qui avait comme rôle, et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en l'espace de quelques années, la planète s'est stabilisée, le climat est devenu plus favorable. Mais là, comment ça s'est construit? À l'époque, les dirigeants égyptiens de l'époque, alors c'est clair que les pyramides n'ont pas été créées il y a 4000 ans, mais au moins 12 000 ans. Je dirais même peut-être 14-15 000 ans. À peu près, entre 12 et 15 000 ans d'existence. Les dirigeants qui avaient encore en Égypte n'avaient plus vraiment toute la technologie pour le faire. Donc, il y a une race extraterrestre qui est venue jouer un rôle important pour la construction. Parce que, comme je dis, nous, après 2 siècles, 3 siècles de climat défavorable, on avait perdu beaucoup de notre technologie. Parce qu'une technologie, il faut qu'elle soit... Prends l'exemple, quand il y a eu la peste en France, en Europe, au Moyen Âge, et qu'un tiers de la population est morte, est décédée en l'espace de 2-3 ans, ça a tout bouleversé la civilisation européenne. Et ça a tout bouleversé, tous les corps de métier, toutes les fonctions, tout est tombé. Alors quand, après 200-300 ans,
on perd la plupart de nos savants, de nos techniciens. On en vient, à un moment donné, à avoir des appareils dont on ne sait pas, on ne sait plus, il n'y a plus personne qui sait comment elle fonctionne et ne sait plus comment la réparer. Et d'ailleurs, je vais dire quelque chose, puis ça... non, Colin, il doute, mais moi, je ne doute pas. C'est ça qu'en ce moment, il y a des grandes investigations sous les pyramides parce qu'il y a des immenses entrepôts où il y a encore des instruments de l'époque qui sont entreposés sous les pyramides en Égypte. Alors, il y a des immenses entrepôts où il y a toute une technologie qui est là, qui date d'il y a 12 000 ans, qui ne fonctionne plus, ou presque plus, mais qui démontre qu'il y avait une technologie très avancée il y a 12 000 ans. C'est ça qui fait qu'en ce moment, les pyramides sont sous haute surveillance et on est en train lentement de fermer les pyramides aux touristes pour ça. Parce qu'ils sont en train de découvrir que sous les pyramides, il y a un immense réservoir de sciences, de savoir, de livres, de documents et d'instruments datant d'il y a 12 000 ans. Ok. Colin, une question. Oui. Donc, les pyramides sont faites pour stabiliser la Terre. Oui. Au point de départ. Il y a des personnes qui disent que la Lune, c'est artificiel aussi, et que fait un effet de stabilisation pour la Terre. C'est vrai que la Lune, c'est une planète artificielle Qui servirait qui aussi à fait la stabiliser. stabilisation aussi de la Terre pour aider l'équilibre. C'est pas vrai? Qu'est-ce que pense Naya? J'ai jamais rien, Naja n'a jamais rien transmis dans ce sens-là à travers moi, qui fait que il faudrait que je m'assoie un peu plus longtemps puis faire une réflexion sur ce sujet-là. La seule chose qui peut tendre vers cette hypothèse-là, c'est que tous les cratères qu'il y a sur la planète, sur la Lune, sont des cratères très peu profonds. Aussi gros que tombent des météorites sur la Lune, les cratères ne dépassent jamais plus de X mètres de profond. Ce qui donne déjà une tendance qu'il y aurait une surface très solide en dessous. Est-ce qu'elle est artificielle ou pas? On ne sait pas. Ou si Naja le sait, il ne peut pas en parler pour l'instant, mais ça laisse quand même entendre que, quelle que soit la grosseur des météorites qui tombent sur la Lune, même les immenses cratères provoqués par la chute de météorites sont tous à peu près de la même profondeur, qui laisserait entendre qu'il y aurait en dessous une base solide, même pas rocheuse, mais de matériaux hyper résistants. Puisque sur la Terre, les cratères qu'on a sur la Terre de différents météorites sont tombés sur la Terre à travers les milliers, les millions d'années. Il y en a de toutes les tailles et de toutes les profondeurs, ce qu'on ne retrouve pas sur la Lune. Ce qui est, je dis juste ça pour l'instant, juste pour piquer la curiosité, mais c'est un sujet que je n'ai pas abordé avec Naja, donc je ne peux pas en dire plus que ça. Mais il y a un doute, quand même. Quand a été construit les pyramides, on a eu une aide technologique d'une race extraterrestre et, ok, c'est très simple. À l'époque, les extraterrestres avaient un instrument. C'est comme des gants qui moulent les mains et juste ça crée un champ antigravitationnel qui permet simplement, en pointant les mains devant soi, on peut surélever ou abaisser n'importe quel bloc de n'importe quelle grosseur. Il y a une chose qu'il faut retenir aussi, c'est que comme on savait que les montagnes jouaient un rôle magnétique sur la planète, quand on a découpé les blocs pour construire beaucoup des pyramides, c'était souvent des montagnes découpées en morceaux et qu'on reconstituait sur place. Ça veut dire que les pierres, l'une à côté de l'autre, ne sont pas des pierres au hasard, mais ce sont des pierres qui étaient déjà ensemble dans une montagne, pour que le champ magnétique passe vraiment, que les énergies passent très bien à travers la pierre. C'est que la plupart, pas juste celle en Égypte, mais celle qui a été construite ailleurs, on essayait toujours de conserver que les pierres mises une à côté de l'autre étaient le même bloc dans une montagne, pour favoriser vraiment le passage. Et celle de Khéops était recouverte d'un revêtement extérieur, dont le rôle était de capter cette énergie-là, puis en même temps empêcher de ressortir.
Donc, c'était, je ne sais pas si c'est en quel matériau que ça a été construit, la surface extérieure de Khéops, mais ce revêtement-là avait vraiment un rôle de laisser passer les courants d'énergie, mais de les retenir à l'intérieur. Il y avait au centre des pyramides aussi un instrument qui servait à focaliser cette énergie-là et à la diriger à l'endroit qu'on voulait. C'est pas facile, il faut que je vous dise que moi je suis un artiste, donc un artiste, ça du tout, et que je ne suis pas un technicien, je ne suis pas un technologue, donc il ne faut pas trop me demander des questions sur comment fonctionnaient tous ces appareils-là, parce que je n'ai pas le mental pour rentrer en détail dans cet univers-là. C'est sûr que quand les rois, puis même les fameux pharaons qui ont apparu un peu plus tard, c'est sûr que ça s'est su que les pyramides étaient des concentrateurs d'énergie, donc des régénérateurs de vie. Donc ça donnait bien à l'idée de bien des personnes importantes d'aller s'installer au milieu de ces pyramides-là pour pouvoir se régénérer physiquement. Donc ça a servi pour certains dignitaires de régénérateurs. Mais au point de départ, la fonction, c'était pour stabiliser la planète. Donc, dans le documentaire dont je parlais tantôt, qui se rend jusqu'à l'avertissement que la pyramide de Khéops est une horloge qui avertit dans le futur, les populations du futur, qu'il va y avoir une nouvelle catastrophe. Comme les pyramides ont été construites il y a 12 000 ans, 13 000 ans, on est au bord d'un nouveau débalancement magnétique des pôles. Les 15 000 ans ont passé. Est-ce que les pyramides qui ont été construites à l'époque, parce que les pyramides, c'est un avertissement, mais c'est aussi, comme je dis, c'est ce qui n'est pas mentionné dans le reportage, c'est aussi la solution. C'est la solution. Alors, est-ce que cette solution-là est encore aussi valable aujourd'hui? Est-ce qu'elle n'a pas perdu trop de son potentiel? On va le savoir dans quelques... Tu sais, au niveau géologique, 26 000 ans, 12 000 ans, nous, c'est pas demain matin que ça va arriver. Là, on ne connaîtra sûrement pas ça. Alors, c'est ça. Alors, la façon qui a été construite, c'était vraiment à partir d'instruments qui tenaient dans la main. Moi, j'ai un souvenir d'appareils tout simples qu'on tient dans la main, et simplement par rapport au mouvement qu'on fait de la main, on soulève ou on dépose des blocs. Il y avait aussi un autre instrument qui servait à, c'est drôle, à fondre les roches un peu l'une dans l'autre. C'est-à-dire que c'était comme un rayon qui permettait de ramollir la pierre en surface pour qu'une placée à côté de l'autre, sans se fondre en une seule roche, mais que ça épouse complètement, les deux pierres épousent complètement l'une l'autre. C'est une façon Il faut dire aussi qu'à l'époque on a construit les pyramides, il y avait encore assez de géants aussi dans la population qui aidaient aussi d'une façon importante. Parce que un être de 3-5 mètres de haut, ça allait à transporter ou à déplacer des choses. C'était ça, et c'est ça qu'il faut comprendre. Au point de départ, c'était ça, la raison d'être principale de cette construction-là. Et même si on avait une technologie importante, ça a été quand même un projet colossal. Ça a pris, je ne pourrais pas dire combien d'années que ça a pris, mais ça a pris moins d'un siècle. Mais je ne parle pas juste de Khéops, je parle de toute la chaîne qui traverse le Pérou, qui traverse une partie du Mexique. On sait maintenant qu'il y a des centaines de pyramides en Chine, le pays n'investit pas d'argent pour les déterrer, mais il y en a des centaines de pyramides en Chine. Et une partie a été construite encore aussi pour stabiliser l'axe. Je ne dis pas que plus tard, il n'y a pas eu des peuples qui ont essayé de reconstruire de construire des pyramides aussi importantes que celles créées il y a 12 000 ans, mais sans avoir ni la technologie, ni avoir les moyens qu'on avait à l'époque. Donc, certaines ont été construites jusqu'à un certain point à bras d'homme, et pour essayer de rivaliser
la splendeur des pyramides originelles, mais elles ont demandé beaucoup plus d'efforts. C'est à peu près ça. Oui, c'est à peu près ça qui répond. Je ne sais pas si par rapport aux pyramides, ça répond à peu près à toutes les questions. Mais si vous voyez ce fameux documentaire-là, c'est d'une grande... beaucoup de richesse d'informations sur les pyramides dans ce documentaire-là, qui, moi, a éveillé en moi, dit, oh mon Dieu, ils sont en train d'avoir la réponse. Ils sont en train, elle n'est pas complète, mais ils sont en train d'avoir la réponse. Mais juste pour clarifier, Ouais. si les pyramides sont très vieux, il y a 12 000 ou 14 000 ans, dans cette époque-là, il n'existait pas la civilisation égyptienne. Non. C'était une autre civilisation. C'était une autre culture, une autre humanité. Oui. Ce n'est pas notre humanité parce que l'histoire dit que notre civilisation, il y a 6 000 ans que la civilisation actuelle est sur la Terre. Donc, c'est une civilisation plus ancienne et les Atlantides sont plus anciens aussi. Oui, comme je dis, les Atlantiens sont venus sur la Terre il y a à peu près 30-35 000 ans. La première grande catastrophe a eu lieu il y a à peu près 15 000 ans. Après ça, quand les pyramides ont été construites, tout le climat terrestre a commencé à se stabiliser. Mais on avait trop perdu de technologie, tout ça. Puis, comment expliquer ça? À un moment donné, il y a des personnes, des êtres haut placés, qui ont demandé à ce qu'il n'y ait plus, pour un certain temps, d'êtres extérieurs de la planète. Parce que c'est bien beau être aidé par d'autres races, mais c'est important aussi de voir qu'est-ce que les humains peuvent faire par eux-mêmes comme évolution. C'est pour ça qu'il y a eu une période il y a eu une période de 5-6 000 ans où le peuple Atlante qui a été transporté en Égypte, en Amérique du Sud, dans d'autres continents, dans le Pacifique, a décliné lentement, n'ayant plus tellement de technologie. Mais de toute façon, comme je dis, avoir de la technologie sans avoir les personnes compétentes pour les faire fonctionner, en l'espace de 200, 300, 500 ans, on les perd. Il nous reste que quelques brides de cette époque-là. Alors l'Égypte a décliné lentement, et ce qu'on connaît, nous, de l'âge d'or égyptien, c'est que les Égyptiens, les plus anciens règnes égyptiens avaient encore la technologie, mais on parle pas d'il y a 4000 ans, on parle de 6 000, 5 000, 8 000 ans. Il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui les datations, parce que les égyptologues sont incapables d'avoir plus de dates précises qu'à peu près 600 ans avant Jésus-Christ. Tout ce qui vient avant est théorique, supposition. On n'a pas d'écrit, on n'a pas de monument avec des dates qui pourraient placer la création de tous les monuments égyptiens de l'époque. Et pour moi, elles ne sont pas d'il y a 4000 ans, elles sont de 6, 7, 8 000 ans, ces créations-là. On commence à se douter que le Sphinx, qui a été remanié par un pharaon pour qu'il ait la tête d'un pharaon, quand on sait qu'à l'origine c'est un lion. Pourquoi c'est un lion? Parce qu'on était à l'époque dans l'ère du lion. C'était le cycle astrologique du lion, qui a duré à peu près 2000 ans. Et le Sphinx a été construit pour célébrer l'ère du lion. Maintenant, je ne sais pas si tout le monde, ceux qui sont meilleurs que des documentaires, ils ont peut-être vu récemment qu'il y a des documentaires qui disent que le lion, les traces d'usure qu'il y a sur le lion, le sphinx, ce sont des traces provoquées par de l'eau. Et les traces vont de haut en descendant. Il y a tout le tour du corps du sphinx des traces verticales qui montrent que le sphinx a été sous la pluie pendant des centaines et des centaines d'années. Et dans l'histoire géologique, les pluies diluviennes datent d'il y a 12 000 ans. Les pluies diluviennes qui auraient pu faire des traces indélébiles sur le lion
je dis bien le lion, parce qu'à l'origine, c'était un lion. Et ces traces-là ne peuvent pas avoir été créées avant 12 000 ans, puisque c'est à cette époque-là qu'il y a eu des grandes périodes. Au moment que la période de glaciation s'est terminée, il y a eu pendant plusieurs siècles des pluies très abondantes. Et c'est ça qui a marqué le sphinx. Et la tête de Pharaon a été sculptée il y a peut-être 4000 ans. On voit tout de suite qu'elle est beaucoup plus petite que le corps et qu'elle est moins usée, moins abîmée que le corps. Ce qui démontre vraiment qu'il y a eu un resculpturage, le mot n'est pas français, de la tête. Mais à l'origine, c'était un immense lion, qui d'ailleurs, à l'époque, le regard du lion pointait la constellation du lion. Et il était construit à peu près au même temps que les pyramides. À peu près, ouais. C'est dur, moi, j'ai misère à donner des dates. Si les pyramides ont été moins abîmées que le lion, c'est parce que les pyramides étaient recouvertes d'un revêtement qui pouvait très bien supporter les pluies diluviennes. Alors, c'est ça, c'est à peu près ça. Alors, les pharaons datent de plus longtemps, et les derniers datent d'il y a 4000 ans, 3000 ans, et la plupart de ces pharaons-là, c'est des pharaons dégénérés. Alors, ce sont des je ne vais pas dire un mot méchant un peu, ce sont un peu des fantoches. C'est-à-dire que les derniers, tu sais, OK. Quand on est arrivé sur la Terre, de se prolonger dans nos enfants, c'était le signe, c'était le garant de continuer notre lignée de sang pur. Et quelqu'un pouvait aussi, sa conscience pouvait aller d'un corps à l'autre. Donc, on pouvait passer de notre corps à celui de nos descendants sans perdre notre conscience. C'était la chance de pouvoir continuer la lignée. Et la lignée et l'intelligence de la lignée. Et quand on parle de sang bleu, quand on parle de sang royal, et le sang était bleu puisque les grands dirigeants de l'époque étaient bleutés. C'était des êtres qui étaient bleutés. Il y avait des races reptiliennes qui étaient à peau bleue. OK. Oui. Ici, donc, il y a une question. Les civilisations extraterrestres qui a aidé notre civilisation, ou la civilisation ancienne qui a fait les pyramides, étaient reptiliennes? Oui. Oui. Mais je vais terminer ce que je disais, comme quoi que on se prolongeait à travers nos descendants, mais il faut dire que c'est resté comme coutume. Mais les pharaons qui ont pu les grandes capacités originelles se perpétuent dans leurs enfants. Mais quand tu te maries entre frères et sœurs, quand le père marie sa fille, ça crée des êtres qui dégénèrent. Ce qui fait que ce qui au début était une idée constructive et positive de se prolonger dans nos descendants, ça a donné, comme en Europe, des rois fous, des rois dangereux, des rois enfermables, et qui dirigeaient des pays juste parce qu'ils étaient le fils d'un roi, mais qu'on n'aurait même pas mis à un poste de vendeur dans un magasin s'il n'aurait pas été né d'un roi. Donc, il y a eu une dégénérescence au niveau de la royauté, mais à partir d'un principe qui était fondamentalement vrai au point de départ. Oui, on ne peut pas enlever l'idée que les peuples originels qui ont créé l'Atlantide, qui ont amené des humanoïdes sur la Terre, étaient d'origine reptilienne. Je suis en train de préparer un nouveau texte, une nouvelle, parce que là, depuis 2-3 semaines, je regarde sur Internet des hypnologues, en parenthèse, qui hypnotisent des gens pour les exorciser des parasites reptiliens. Et ça, là, j'aurais long à dire là-dessus. Mais j'en reviendrai peut-être dans une autre vidéo. Parce qu'il faut que je réfléchisse à tout ce concept-là qui est véhiculé contre les reptiliens. OK. Je vais revenir à ce que j'ai dit dans d'autres vidéos, mais je vais le répéter. Y a-t-il quelqu'un sur la Terre qui peut me donner 3 qualificatifs qui décriraient toute la race humaine sur la Terre?
3 qualificatifs qui décriraient tout ce qui est terrien, tout ce qui est humainement terrien sur la Terre. Donnez-moi 3 qualificatifs. N'importe lequel. Bon, méchant, cruel, intelligent, stupide. 3. Personne n'est capable de faire ça. On ne peut pas définir des milliards d'individus avec une palette de comportements tellement large que c'est pas faisable. Alors, comment ça se fait qu'il y a des gens qui vont définir une race comme les reptiliens, comme les gris, comme les insectoïdes, en 2, 3 mots? Méchant, cruel, voilà. Voilà, on vient définir des milliards d'êtres évolués. Les reptiliens qui ont amené les humains sur la Terre venaient pas nécessairement d'une autre planète, ils venaient d'un autre niveau de fréquence. Comme j'ai expliqué, l'explosion des bombes nucléaires qu'il y a eu sur d'autres planètes a perturbé pas juste le monde environnement physique, mais a perturbé des mondes sous d'autres fréquences. Et les reptiliens qui sont venus sur la Terre venaient d'un monde parallèle. Parce que quand Naja me raconte son origine, c'est pas un monde matériel. Parce qu'il a la faculté de se métamorphoser, il ne mange pas, il se nourrit que de prana, que d'air, il vit dans un contexte très, très constructif, avec des principes d'une grande intelligence, de grand respect, entraide, empathie, tout ce qui ne décrit pas du tout les reptiliens comme on les décrit aujourd'hui. Parce qu'il faut comprendre que chez les reptiliens, il y a des milliers d'espèces qui vont du plus primitif à ceux qui ont atteint un niveau d'évolution qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer sur la Terre comme niveau d'évolution. Un être qui a 200, 300 000 ans d'évolution est rendu à des stages de fréquence et à un niveau de compréhension qu'il n'y a pas un humain qui a atteint encore ça sur la Terre. Alors, puis ce sont des êtres d'origine reptilienne chez leurs ancêtres. Alors, c'est comme chez les humains, on connaît sur la Terre des êtres qui sont d'une grande bonté, d'une grande intelligence, d'une grande empathie. Puis on a des êtres les plus cruels, les plus sadiques, les plus ignobles. Et tout ça dans une même race qu'on appelle les humains. C'est la Terre. Ça, je l'ai répété, je vais le répéter autant de fois que je veux. Autant que je pourrais le faire si je peux aider. Mais je reviendrai au moment donné pour parler du fameux sujet de cette obsession en ce moment que les humains sont parasités puis qu'il faut à tout prix les exorciser. Ça, c'est très, très courant en ce moment sur Internet. OK. On revient à l'époque égyptienne. Donc, c'est pour dire que la technologie très avancée que les Égyptiens ont eue, ils l'ont eu jusqu'à peut-être il y a 2 000 3 000 ans avant Jésus-Christ. Après ça, la plupart, c'est perdu. Soyons honnêtes, là, soyons honnêtes. Il faut regarder un obélisque en Égypte, des obélisques de 30 mètres de haut, dont la surface est polie comme du verre, et que toute l'écriture qui est gravée dans une colonne parfaite s'est encavée d'une façon parfaite. Il n'y a pas un burin, il n'y a pas un petit éclat qui nous montre une erreur de frappe. Parce que, disons-le, on peut parler d'artistes très habiles, mais sur une colonne de 30 mètres où il y a des centaines d'hiéroglyphes, je m'assurerai qu'il n'y en a pas un moment donné qui a fait un petit éclat puis qui n'a pas pu réparer. Il n'y en a pas. C'est ciselé d'une façon, et en plus, parce que rajoutons-en un gramme de plus, les 4 côtés de l'obélisque ont exactement la même inscription parfaitement reproduite telle qu'elle. Les 4 faces pourraient être superposées et c'est exactement la même écriture. On ne pourrait même pas faire ça aujourd'hui. On ne pourrait même pas faire ça aujourd'hui avec nos lasers et notre technologie. Donc, moi, je pourrais parler plus longuement du type d'appareil
qu'on se servait à l'époque. Mais arrêtez de me dire que c'est humainement possible de faire ça. Humainement, non, impossible. Impossible, puis c'est clair, c'est clair. La beauté, la symétrie, mais aussi c'est la qualité. Fais une écriture en biseau, en ronde bosse intérieure, et que ce sont tous des petits motifs finement ciselés, et que ça rentre dans un trapèze parfait. Non, OK. C'est une parenthèse parce que le débat est toujours là, mais moi, ce débat-là, ça fait longtemps que j'ai compris que... Et d'ailleurs, dans beaucoup de monuments à travers le monde, souvent les monuments les plus anciens qui existent encore aujourd'hui, ce sont les monuments les plus monumentaux, et qui sont construits avec des pierres gigantesques. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi des êtres gigantesques qui pouvaient se permettre de construire des monuments immenses. Même le Stone Age, je vais vous le dire, ce sont des géants qui ont monté ça. Ils n'avaient pas de technologie. À ce moment-là, c'était pas mal perdu. Ou du moins, dans la région où ils habitaient, il n'y avait pas des gens avec la technologie. Alors, ça a été monté et construit par des géants, par des êtres qui avaient au moins, là, je devrais le dire en pieds, là, mais qui avaient au moins 14-15 pieds de haut. Oui, c'est là. Alors, c'est ça. Alors, beaucoup de civilisations qui ont suivi après l'Égypte, que ce soit les Grecs, les Romains, comment expliquer que... Je ne veux pas dire quelque chose qui fait vantard, mais je vais dire que la plupart des grandes civilisations qu'il y a eu sur la Terre ont toujours été initiées par des extraterrestres. Parce que la Terre a un côté un peu maudite, le mot n'est pas très beau, mais a une certaine malédiction. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, la Terre, comme problème, mais, oui, je sais, mais je n'ai pas envie de le dire nécessairement, mais il y a ici un problème qui fait que chaque civilisation qu'on essaie de bâtir finit toujours par décliner, assez rapidement. C'est rare qu'une civilisation sur la Terre va durer plus que 1000 ans. Il y a comme un fatalisme sur la Terre qui fait que la plupart des civilisations déclinent, qui fait que pour relancer une nouvelle civilisation, ça demande une aide extérieure. Et c'est souvent ça, la plupart des grandes civilisations qu'il y a eu sur la Terre, il y a toujours une aide extérieure qui est venue redonner l'énergie, redonner confiance, repartir, réenseigner aux humains un minimum de civilisation, de comportement, de technologie, de culture, de relations entre les humains. Ça a été toujours influencé par d'autres races. Malheureusement, on dirait que la Terre a une certaine malédiction qui fait qu'elle ne survit pas, elle décline assez rapidement après chaque boom évolutif. Et maintenant, nous sommes dans quel état? Et presque les fins, on va disparaître dans cette civilisation. Oui. Qu'est-ce qui va passer? Beaucoup de personnes disent que c'est les femmes. Oui, oui. Qu'on est. Bon, c'est que il y a eu deux questions qui sont revenues là, sur la liste. La question suivante, c'était que va-t-il arriver de notre civilisation? Où on s'en va? C'est quoi l'avenir de notre civilisation? Et une autre question qui est venue aussi, c'est les gens qui sont contactés, les gens qui sont abductés. C'est pourquoi qu'on est abducté, enlevé et tout ça? C'est quoi la raison derrière ça? Même s'il y a beaucoup d'hypothèses qui circulent dans les livres et sur Internet, il y a des gens qui en viennent toujours à poser la question fondamentale, pourquoi? Première chose que je vais raconter, c'est que on va parler des catastrophes. OK. Préparez-vous, c'est quelque chose. Moi, je suis un illuminé depuis longtemps. Je suis allumé depuis longtemps. Récemment, j'ai rencontré un contacté lors d'un congrès et je suis allé voir sur Internet des entrevues faites par avec cette personne-là. Et là, j'étais frappé par ce qu'il racontait. Il racontait que, j'ai reçu comme message qu'on s'en va vers de grandes catastrophes dans les prochaines années, que sur la Terre, il va y avoir des changements qui vont amener des millions de personnes à mourir, que la Terre va se débarrasser
d'un grand nombre d'humains et que moi, je fais partie des élus, des gens choisis pour aider les survivants après les catastrophes, et peut-être qu'on va être enlevé dans des vaisseaux pour être protégés, tout ça. Bon, l'ensemble de son message était ça. Voici une espèce de vieux journal, très vieux, mais c'est un faux. Moi, j'ai fait imprimer ça. C'est bien marqué à l'endos, Colin Chabot, 76. 1976. Juste ici, on a la date de la parution de ce manifeste. C'est à l'époque que je faisais des expositions, et pour agrémenter mes expositions, qui étaient assez d'œuvres contemporaines, j'imprimais des manifestes, des textes, où j'exprimais toutes sortes de choses. Et ce manifeste, 1976, j'ai donc 24 ans. La page couverture, c'est « Je parle au je en tant qu'extraterrestre et je parle au nous en tant que tous les extraterrestres qu'il y a sur la Terre en ce moment. » Mais j'en parle pas comme un extraterrestre, j'en parle comme des humains qui cachent à l'intérieur d'eux un extraterrestre. Alors je parle au je, comme quoi je suis sur la Terre, mais je ne suis pas un vrai humain. Et je parle de nous, c'est-à-dire les autres êtres qui sont comme moi. Bon, c'est la page couverture. Et tous les dessins, c'est des vieux dessins pris dans des vieux livres anciens pour donner vraiment l'aspect. À l'époque, il était un petit peu moins jaune, le journal, mais il était aussi un vieux papier. C'était bon, c'était une création. Et là, la surprise, c'est quand on l'ouvre. C'est toute une série de colonnes parlant du futur. Première colonne, l'attente, il faut que je la regarde. L'attente du monde futur, la guerre des folies, je parle de guerre, le chaos, suivi des élus, suivi le retour des anges, les lois du bonheur. Je parle donc de crise mondiale, de guerre, de chaos sur la planète avec le climat complètement bouleversé. On voit une Terre ici qui est en train d'exploser. Je parle d'élus, de gens choisis pour être sauvés. Je parle du retour des anges, donc retour d'êtres spirituels qui reviennent sur la terre. Et je parle des lois du bonheur, donc une période positive après. Nous sommes en 1976, il y a 40 ans de ça. Je recevais des messages de catastrophe et j'étais choisi pour une mission. Alors, quand quelqu'un aujourd'hui me dit « Préparez-vous tout le monde », il s'en vient des catastrophes. OK, moi je réponds, prépare pas ta valise tout de suite. Moi, je l'ai eu longtemps, ma valise au bord de la porte, donc pour pouvoir partir en catastrophe, mais ça fait longtemps que je l'ai remis dans son armoire. L'année passée, je lisais un livre de quelqu'un qui se dit contacté aussi, un présumé contacté, et qui disait les mêmes choses. Et qui se donnait la mission le plus rapidement possible d'avertir les gens sur la planète qu'on court un grand danger. OK, je vais vous dire qu'est-ce que ça cache, ça. Parce qu'on peut dire, après 40 ans, on peut dire, il y a quelqu'un qui est bandit quelque part, il y a quelqu'un qui compte des menteries. C'est pas ça qui se passe. Il y a plusieurs races extraterrestres pour faire évoluer une planète. Et quand ils n'ont pas le droit de s'impliquer directement sur l'évolution d'une planète ou des habitants d'une planète, ils peuvent faire quand même certaines choses. Et une des choses qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils envoient des rayons vers la planète, des rayons qui aident à stimuler l'évolution, qui servent à stimuler la créativité et la conscience et l'ouverture de la conscience. Donc, ils envoient ça à des niveaux de fréquence que certaines gens vont capter. Les gens les plus réceptifs, souvent les artistes, sont des êtres plus sensibles ou qui sont habitués à être branchés sur leur inconscient, vont capter ça. Et dans ces fréquences-là, il y a des messages. Et ces messages, ben, c'est ça. Faites attention, la Terre est en danger, il y a des risques de catastrophe, il y a des risques de destruction, on vous a choisi, vous avez une mission, vous devez avertir le monde entier que la planète est en danger. Mais ces fréquences-là ne sont pas envoyées à des individus en particulier. Ça se répand autour de la planète pour éveiller les consciences des gens.
Et quand les gens sont enlevés, les abductés, et qu'on les met devant un écran où on leur montre des catastrophes, et là, les gens disent, ça y est, la Terre, c'est ça notre futur. Oui et non. Non, dans le sens que voyez ce qui va arriver si vous ne faites rien. Voyez votre avenir si vous ne vous prenez pas en main. Et c'est un protocole qui est un classique. On enlève quelqu'un, plusieurs de ces personnes-là ne se souviennent pas de ce qu'ils ont vu, mais ceux qui ont des souvenirs vagues de ce qu'ils ont vu, ils ont vu qu'il y avait un protocole. On leur dit, on leur donne un message. Et le message n'est pas personnel à chacun, c'est un pattern, un message qui est dit à tous les enlevés, tous les abductés. On leur donne toujours le même message. C'est un protocole. Un protocole, ça veut dire, c'est ça, c'est qu'on le met dans la tête de tous les gens pour qu'on éveille le plus possible de personnes sur la planète. Donc, ne partez pas trop vite en croisade à travers le monde pour répandre la nouvelle que la Terre est en danger. Moi, je l'ai fait à 20 ans, puis une chance, j'habitais dans une petite ville, fait que ça s'est pas répandu trop loin. Mais ça, ces pamphlets-là, je les distribuais dans mes expositions. non, mais tu sais, comment dire? On est fou ou on l'est pas, hein? Alors, c'est sûr que j'étais un excentrique et que j'étais quelqu'un qui prenait à cœur cette relation-là avec les extraterrestres. À partir de ça, donc c'est le premier constat que je veux dire, c'est que les abductés qui sont enlevés reçoivent en général toujours le même message qui ne s'adresse pas à eux particulièrement, mais qui doivent plus ou moins assimiler et transmettre. Et vous pouvez le faire comme vous pouvez aussi le garder pour vous. Le problème, c'est que, est-ce qu'il va y avoir des catastrophes, tout ça? J'ai parlé que le débalancement des pôles magnétiques, que c'est dans le futur. Est-ce que les pyramides vont jouer leur rôle adéquatement? On sait que la pyramide de Khéops n'a plus son revêtement extérieur, donc il lui a enlevé beaucoup de sa force. On sait aussi que les machines à l'intérieur, la fameuse grande dalle, ne contient plus les instruments qui aidaient à focusser. Je ne sais pas jusqu'à quel point que les pyramides vont jouer encore leur rôle d'origine. Mais je vais commencer à parler des abductés. Donc, je ne veux pas faire de la peine en disant à certains abductés, ne prenez pas personnellement les messages que vous recevez au point de départ, parce que ce sont des messages qui sont diffusés en permanence autour de notre planète pour réveiller le plus de gens possible. Deuxièmement, je vais dire quelque chose, oui, ça m'est venu aujourd'hui, puis je trouve ça un peu, c'est pas facile à dire. OK. Je vous ai déjà dit que les extraterrestres se sont impliqués depuis 50 ans pour nous protéger contre le nucléaire et les essais climatiques. Mais je vais aller plus loin, c'est pas facile à dire. OK. Les expériences nucléaires, climatiques que les humains ont faites sur la Terre ont mis en danger la planète, et si les extraterrestres n'auraient pas intervenu au bon moment, il n'y aurait plus de vie sur la Terre. Ça, je l'ai déjà dit. Que vous y croyez ou pas, moi, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. C'est que les extraterrestres ont joué un rôle très important pour empêcher la planète de mourir totalement. Et aussi, c'est que, parce que pour eux autres, de se servir du nucléaire pour détruire la matière, c'est une chose, mais le nucléaire détruit tous les niveaux de fréquence. Donc, tous les êtres qui vivent dans des fréquences différentes, dans des mondes parallèles, sont aussi détruits. Donc, c'est pas rien que la mort de la vie terrestre, c'est la mort de toutes les vies existantes sur la planète depuis des millions d'années et à tous les niveaux de fréquence. Donc, ça inclut même pas juste les humains, mais ça inclut des milliards d'êtres à différents niveaux d'évolution. Ça comprend des êtres spirituels, ça comprend des anges, ça comprend des êtres de d'autres dimensions. Alors, donc je ne répéterai pas ce que je viens de dire, mais là, ça implique quelque chose de bien important. Ça implique quelque chose de bien important quand quelqu'un sauve la vie de quelqu'un. Quelqu'un est tenté de se noyer, puis la personne lui sauve la vie. Grâce à cette personne-là, la personne est vivante. Bon, cette personne-là va avoir une reconnaissance. Ben, merci, grâce à
toi, je suis encore vivant. C'est ce que les humains, en général, ont comme réaction. Mais dans certaines cultures orientales, quand quelqu'un sauve la vie de quelqu'un d'autre, cette personne-là déclare que sa vie, maintenant, lui appartient. Dans les cultures orientales, quelqu'un qui va sauver la vie d'une autre personne, cette personne-là va avoir une redevance pour le restant de sa vie envers cette personne-là, à un point tel qu'elle peut devenir entièrement au service de l'autre. C'est dans certaines cultures orientales. D'ailleurs, c'est pour ça que dans certains pays, quand on voit ça dans certains pays orientaux, que quand un bébé tombe dans l'eau, il y a même la mère, le père ne font pas toujours un effort pour sauver la vie du bébé. Parce que sauver la vie de ce bébé-là, c'est intervenir dans le karma de ce bébé-là et c'est d'attacher son karma à la personne qui le sauve. Donc, elle perd son indépendance en tant qu'être autonome. Bon, certains vont dire que c'est aussi une façon de régulariser la démographie, là. Bon, quand la mère en a 8 autres, bon. Mais je dis ça, mais c'est pas inutile. Mettons-les dans la tête des extraterrestres. Ils nous ont empêchés de nous détruire. Alors, pour les extraterrestres, sans eux, on n'existerait plus. Donc, ça leur donne, jusqu'à un certain point, une responsabilité envers nous et nous envers eux. Certains extraterrestres qui ne sont pas très évolués considèrent que comme ils ont sauvé nos vies leur appartiennent, ils peuvent en disposer comme ils veulent. Tandis que des extraterrestres un peu plus évolués ne le voient pas de ce côté-là, mais voient quand même que comme ils ont sauvé la race humaine, ils se sentent l'idée d'essayer de la protéger, de l'améliorer et peut-être en faire des hybrides pour essayer de trouver des façons de la rendre moins destructrice envers elle-même. Bon, j'ai placé un peu là, un portrait. Ce qui fait que, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, moi des humains qui disent ah, les extraterrestres, restez chez vous, on veut faire ce qu'on veut, ici, comme ça nous tente, vous n'avez pas d'affaire à vous mêler de notre histoire. Non, 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 non. Vous êtes plus libre, là. Sans nous, vous seriez tous morts. Donc, il y a une redevance. Et à ce niveau-là, c'est là qu'on rentre ce qu'on appelle les hybrides, les gens qui sont enlevés. Donc, on est une race menacée d'extinction, une race qui est menaçante pour elle-même. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec eux autres? Premièrement, je vais dire quelque chose de très positif, j'en ai parlé ailleurs. S'ils nous ont sauvés, c'est parce qu'ils ont une estime de nous-mêmes. Ils croient qu'on a un grand potentiel qui mérite d'être sauvé. C'est la première chose que je dois dire. Parce que sinon, ça aurait été facile pour eux. OK. Parce que c'est pas rare que sur d'autres planètes, il y a des civilisations qui s'autodétruisent puis qui tuent entièrement toute leur planète, puis leur planète devient morte et stérile. C'est normal, ça fait partie des expériences que des extraterrestres font sur d'autres planètes. On implante de la vie sur des planètes, et on la laisse évoluer à son rythme, et si la planète s'autodétruit, ben, ça fait partie de l'expérience. Bon, ben, ils auraient pu faire la même chose avec nous autres. Ils auraient pu faire la même chose. S'ils ne l'ont pas fait, c'est parce qu'ils sont conscients qu'on a un immense potentiel en nous qui mérite d'être conservé. Et ça, déjà ça, fait en sorte que les extraterrestres, du moins que je connais, c'est leur but principal. Qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent des gens au hasard, des abductés. Et ils font des premiers prélèvements, des premiers tests pour découvrir quel est le niveau, quel est le... OK. Je vais essayer de l'expliquer plus simplement. Il y a deux choses qui les intéressent en premier chez les humains. Quels sont ceux qui sont le plus proches des premiers arrivés sur la Terre il y a 35 000 ans? Quels sont les humains qui ont gardé le bagage génétique le plus pur à partir de la race originelle? Même s'ils ont des prototypes en laboratoire qui sont des copies originelles, ils ont des êtres qui
qui sont les originaux qu'on a mis sur la Terre il y a 35 000 ans, mais ils veulent savoir sur la Terre quel est le pourcentage d'humains qui ont gardé la génétique la plus pure de la race originelle. Ils étudient aussi ceux qui, avec le temps, se sont modifiés, ont plus ou moins muté, et qu'est-ce que ça a amené de positif et de négatif. Alors, c'est ça, la première catégorie de gens qui sont enlevés. Ce sont des êtres qui sont enlevés pour faire une espèce d'échantillonnage de la race humaine sur toute la Terre. Combien que de gens qui sont restés purs au niveau de la qualité génétique et quels sont ceux qui ont muté, qui se sont transformés, et dans le bon et dans le moins bon. Quand ils découvrent des êtres qui ont fait un certain progrès, ils vont les suivre sur plusieurs générations. Maintenant, il y a beaucoup de témoignages de gens qui disent « Je suis enlevé depuis ma jeunesse, je le sais, je le sens. » Et en parlant avec ma mère, j'ai découvert que ma mère avait subi la même chose. Et maintenant, je sais que mes enfants le sont aussi. Donc, ils font un pistage sur plusieurs générations pour voir si certaines caractéristiques se prolongent d'un corps à l'autre, d'une génération à l'autre. OK. La majorité de ces enlèvements-là sont faits par le peuple des Gris. Les Gris ont été mandatés pour faire ça parce qu'ils sont des êtres performants, qui sont très forts, très mentaux, très disciplinés, oui, c'est ça, et très précis dans leurs gestes. Mais ce n'est pas eux qui dirigent les enlèvements, ce sont des êtres supérieurs qui ont décidé du protocole de... Il n'y a pas d'enlèvement qui se fait sur la Terre par des Gris, qui est fait au hasard, n'importe comment. Il y a un protocole qui a été décidé par des êtres supérieurs qui ont décidé que les enlèvements se font de telle façon. Et même les imprévus, quand il y a un imprévu dans un enlèvement, ils ont été aussi calculés. Parce que les Gris n'aiment pas les surprises. Ils n'ont pas un mental qui leur permet de réagir rapidement à des imprévus. Alors, toutes les possibilités d'imprévus qu'il peut y avoir dans un enlèvement, des réactions plus ou moins contrôlables des enlevés, tout a été planifié par des êtres supérieurs. Donc, les Gris ne sont qu'au service d'êtres supérieurs. Et là, je vais dire quelque chose, moi je trouve ça important. Ils sont aussi, après les reptiliens, les Gris, c'est le peuple le plus malmené en ce moment sur Internet. J'aimerais que quelqu'un, une personne, pas deux, pas trois, une personne m'amène un témoignage que quelqu'un aurait été maltraité, traité d'une façon excessive par un Gris. Mutilé, blessé, torturé. Une personne, j'en veux une, j'en veux pas 50, j'en veux une. J'en ai, en dizaines d'années de recherche sur Internet, j'en ai pas trouvé un témoignage de quelqu'un qui aurait subi de la maltraitance par des Gris. J'en ai pas. Ah oui, mais ils nous piquent, ils nous mettent ci, ils nous mettent ça, ils nous prennent des ovules, ils nous prennent du sperme, ils nous rendent des choses dans le corps. Écoutez, là, es-tu quelqu'un ici qui n'est jamais allé voir un médecin? Qu'est-ce qu'ils font, les médecins? Ça terre, qu'est-ce que font un médecin quand tu vas le voir? Il te fait mettre tout nu, il t'examine, il prend des prélèvements, il prend des piqûres, il te rend des affaires dans le corps, il te coupe un bout de peau, il répare ci, il répare ça. C'est ce que font les médecins. Y a-t-il quelqu'un qui a envie de dénoncer les médecins comme cruauté physique? Les Gris font exactement ce que font les médecins sur la Terre. Les médecins sur la Terre vont prendre des ovules, vont prendre du sperme, ils vont t'envoyer une petite pièce à côté pour donner du sperme. C'est exactement la même chose. Les Gris ne font rien qui dépasse le comportement normal d'un médecin qui examine quelqu'un en vue de le guérir, de le soigner ou de prendre des prélèvements. La seule chose qu'ils font, qui est différent, c'est qu'ils les prennent sans leur accord. Ça veut dire que les enlevés ne sont pas normalement d'accord pour être enlevés. C'est la seule chose qui fait la différence entre un Gris ou un médecin. C'est seulement ça. Ça s'arrête là.
moi, personnellement, pour avoir côtoyé, peut-être pas consciemment d'une façon là, tangible, mais j'ai un feeling intérieur de les avoir côtoyés souvent et j'ai un très grand respect pour ces êtres-là. Parce que quand tu dégages un respect et de l'empathie envers n'importe qui, n'importe quelle race de l'univers, ces êtres-là le ressentent et te le renvoient. Je n'ai jamais ressenti la moindre malaise d'être devant des gris. Au contraire, bon, j'en parle dans un audio que je viens de lancer sur Internet. Les gris ne sont pas très grands, en général. Alors, ce qui fait que j'ai un peu un sentiment paternaliste quand j'y rencontre. J'ai un peu l'impression d'être devant des enfants. Alors, dans ce sens-là, j'ai une empathie, peut-être parce que je suis resté pas mal enfant aussi, là, dans ma tête, et j'ai une empathie envers ces gens-là. Puis, dans un texte que j'ai écrit sur les gris, qui s'appelle « Les gris, qui sont-ils vraiment ?» j'ai raconté leur histoire. Ce sont des êtres qui, leur planète s'est effondrée il y a très longtemps sur leur soleil, qui fait qu'ils n'ont plus de planète. Ils vivent maintenant que dans des vaisseaux. Et vivant que dans des vaisseaux, c'est à cause de ça qu'ils se sont atrophiés avec le temps. Comme nos astronautes qu'on envoie dans l'espace, et s'ils restent trop longtemps dans l'espace, leurs os, leurs muscles s'atrophient. Mais les gris, c'est ça qui vit comme dégénérescence, c'est qu'à force de vivre dans des vaisseaux, même gigantesques, ils ont perdu lentement beaucoup de leur force physique, et parce qu'à l'origine, ils étaient bleutés, ils n'étaient pas gris, c'était gris-bleu. Ils ont perdu leur couleur à force de vivre dans des univers artificiels. Et ils sont en déclin, en dégénérescence, ils ont besoin d'aide. Mais ce sont des êtres mentales intelligents. Mais ils n'ont pas la créativité que nous, les humains, on a. Ils sont pas capables, ils ont de la misère à trouver des solutions à leurs problèmes, d'arrêter de dégénérer. Puis je vais dire une chose, puis j'en ai parlé récemment, puis pour moi c'est important, parce que ça met un point que je trouve important. On parle souvent que chez les gris, on trouve des êtres, on dit les gris ne sont peut-être pas des êtres vivants, c'est peut-être des robots biologiques, des entités biologiques artificielles. OK. Dans le passé, les gris ont fait beaucoup d'expériences pour essayer de se prolonger, de créer une race pour pouvoir survivre. Ils ont fait des tentatives, puis il y a certaines tentatives qui ont raté. Et d'ailleurs, ils ont créé une race qui s'est avérée avec le temps moins fonctionnelle qu'eux, moins fort mentalement, et qu'ils étaient vraiment, on peut dire, amoindris à tous les niveaux. Mais les gris auraient pu les éliminer comme étant une expérience de laboratoire ratée. Mais ils les ont gardés. Il faut que je fasse attention au niveau des émotions. Ils les ont gardés comme nous, on garde, entre autres, les trisomites qui ont de la difficulté à fonctionner dans la société, mais on essaie de les intégrer, on essaie de leur trouver des tâches, des métiers, on essaie de leur donner une qualité de vie. Mais les gris l'ont fait aussi pour une sous-race qu'ils avaient créée, mais qui n'ont pas donné le potentiel qu'ils espéraient. Mais ils ne l'ont pas détruit, ils l'ont gardé. Ils leur ont redonné la chance de s'intégrer. Je suis souvent émotionnel parce que Naja, qui est en moi, c'est un reptilien qui n'a pas nécessairement beaucoup de nuances, d'émotions, parce que ce n'est pas dans son univers. Mais en s'intégrant dans un corps physique, il a acquis des émotions. Depuis des années, il a acquis des émotions humaines. Mais c'est nouveau pour lui, qu'il ne les contrôle pas à 100%. Des fois, il me fait raconter des choses, puis je me retiens pour pas qu'une boule monte dans ma gorge, parce que je sais que lui, il ne possède pas encore bien la gamme des émotions. Et quand il raconte ça, c'est qu'il raconte que pour lui, les gris, il y a un grand respect envers les gris, puis moi aussi j'ai un grand respect envers les gris. Puis, à cause de ça, il y a d'autres races qui ont décidé de les aider. Comme je dis, les gris n'ont pas la capacité, ils sont un peu trop, cartésiens mentalement, et ils ne sont pas très créatifs, qui fait qu'ils ne trouvent pas de solution un peu plus originale pour essayer de survivre. Alors, il y a d'autres races qui ont accepté de les aider. Puis une des choses pour les aider, c'est les hybridations. Donc, les hybridations qui sont faites, ils sont faites
il y a 3 races principales que je connais qui font des hybridations avec les humains. Et ces hybridations-là, il ne faut pas voir le côté négatif de ça, il faut voir le côté positif. Ils considèrent que la race humaine terrienne est assez performante, elle est assez de qualité pour servir de potentiel à intégrer à d'autres races. C'est un honneur de se servir du potentiel génétique des humains pour aider d'autres races. Puis quand je parle des gris, j'ai une réflexion qui m'est toujours venue, puis je vais la répéter. Nous, sur la Terre, on est prêt à donner notre sang ou un organe, ou on est prêt à aider quelqu'un, mais est-ce qu'on serait empêché de donner notre sang si l'autre serait un noir, un rouge ou un jaune? Est-ce que ça nous empêcherait de l'aider médicalement? Alors, pourquoi qu'on serait empêché d'aider un noir, un rouge, un jaune ou un gris? C'est ça que les extraterrestres font. Ils n'ont pas de préjugés. S'il y a une race en déclin, puis ils peuvent l'aider, ils vont l'aider. Alors, ce qui est permis en ce moment sur la Terre, c'est de prendre des corps humains de personnes qui sont mortes pour faire des prélèvements de tissus, d'organes ou de codes génétiques. Pour ce qui est des êtres vivants, on peut prendre des échantillons de peau, on peut prendre du sang, du sperme, des ovules, certains éléments comme ça, avec toujours le protocole de ne jamais mettre en danger la vie de ces personnes-là. Il y a les gris qui sont en ce moment en train de créer une race intermédiaire entre nous et eux autres. Il y a une autre race aussi qui s'intéresse à nous parce qu'on a plusieurs fréquences. Hein. On a le corps physique, émotionnel, mental. Et il y a certains peuples extraterrestres qui n'ont pas le corps émotionnel, cette espèce de fréquence qui nous donne une très grande palette de réactions individuelles. Et certains peuples, même très évolués, regardent cette tranche-là, les émotions, comme peut-être un potentiel intéressant à intégrer dans leur code génétique. Faut dire aussi, ça je le répète, on est des personnes qui ont la chance d'avoir plusieurs fréquences, plusieurs corps, qui nous permettent de nous prolonger après la mort. C'est un acquis qui n'est pas très vieux, c'est assez récent. Et il y a beaucoup de peuples extraterrestres qui nous envient pour avoir cette possibilité de réincarnation individuelle. Tandis que beaucoup d'extraterrestres, quand ils meurent, c'est comme les animaux, ils ont une survie de groupe, mais pas une survie individuelle. Alors, pour avoir une survie après la mort individuelle, il faut plus de fréquences. Donc, il y a certains peuples extraterrestres qui n'ont pas de survie après la mort, qui cherchent à augmenter leur niveau de fréquence pour pouvoir se réincarner comme nous. Et à ce moment-là, ils vont chercher dans notre cas génétique des niveaux de fréquence qui vont leur permettre de devenir aussi, de se réincarner individuellement. Je ne dois pas à ce moment-ci de poser d'autres questions sur les fameux pourquoi les enlèvements. Donc, j'ai vraiment, pour résumer rapidement, il y a des enlèvements qui sont faits occasionnels, où la personne est enlevée qu'une seule fois et c'est tout. Et ça, c'est pour faire un dépistage, faire comme un recensement ou faire des projections sur quel est le niveau génétique des humains en rapport avec la race originelle et avec les améliorations qu'il y a eu à travers les 30 derniers 1000 ans. Il y a d'autres qui sont enlevés sur une longue période, donc qui sont enlevés d'une façon régulière, qui sont pistés avec un implant pour pouvoir les suivre, parce que ce sont des candidats potentiellement intéressants pour la reproduction ou pour l'hybridation, à partir de leur sperme et de leurs ovules, et non à partir de l'être lui-même. Et il y a ceux qui sont aussi, je pense que certains extraterrestres sont intéressés aussi à sauver les descendants des premiers arrivés sur la Terre. Ça veut dire ceux qui ont génétiquement une grande pureté, puis qui sont aussi un héritage au niveau de l'histoire de leur race, et cherchent aussi à les garder. Il y a même des races extraterrestres
qui sont rendus à un niveau d'évolution, qu'ils ont atteint la perfection possible de leur race. C'est-à-dire qu'ils ont atteint un plateau où au niveau intelligence, au niveau raffinement, au niveau subtilité, au niveau civilisation, ils ont atteint un espèce de plateau qui leur donne des qualités énormes. Mais ils plafonnent. Et ils voient chez les êtres humains une possibilité d'ajouter d'autres fréquences, d'ajouter des nuances qui vont leur permettre tout d'un coup de prendre une nouvelle direction. Pour moi, je vois toujours ça d'une façon constructive. Je vois le côté constructif. Parce que dans l'univers, il y a des races dont leur métier, leur passion, leur loisir, c'est d'ensemencer des planètes, de créer des vies animales, des vies végétales, des vies humanoïdes, et de les implanter sur des planètes. Ils font ça en laboratoire, c'est naturel, ça va de soi, c'est leur passion, et ils le font dans le plus positif possible, le plus respectueux possible de la vie. Et c'est comme ça se fait, et ça se fait depuis des millions d'années. Et c'est dans cet esprit-là que les extraterrestres qui viennent ici le font aussi, avec un respect de la vie. Mais comme je répète, certains extraterrestres, peut-être un peu moins évolués, n'ont pas toujours une pensée positive envers les humains, parce que pour plusieurs, les humains sont des êtres autodestructeurs. Ils l'ont prouvé dans le passé, et ils ont quand même une certaine méfiance de nous. Mais de là à vouloir nous torturer de quelque façon que ce soit, ou de nous brimer de quelque façon que ce soit, pour l'instant, je ne vois rien dans ce sens-là. Et il y a aussi les contactés qui sont... ils essaient de... Chaque fois qu'ils enlèvent quelqu'un, ils lui font comme... Ils leur font voir les erreurs du passé, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour le futur. Et il n'y a pas aucun humain... Il y a très peu de gens qui sont enlevés par des extraterrestres, qui sont ramenés sur la Terre, et qui ne changent pas. Ils ne changent pas au niveau de la conscience de l'humanité, de la conscience du respect de la vie, respect de la planète, respect de son environnement, respect de l'autre, vision plus élargie de l'univers, une vision plus cosmologique de l'univers. Ça, il y a très peu sauf ceux qui restent bloqués au premier stage, qui est « je suis une victime, pauvre victime », et ça s'arrête là. J'ai raconté sur un audio qui vient d'être lancé beaucoup de choses, entre autres, par rapport à toute la méchanceté que les gens peuvent mettre sur les extraterrestres. Et je vais répéter une chose toute simple. Je l'ai dit, puis je vais répéter encore. Tout le monde a vu Star Wars. Tout le monde a vu des attaques d'extraterrestres avec des vaisseaux puis des lasers. Tchou, 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 tchou. Les extraterrestres qui ont quelques milliers de plus d'évolution que nous, là, les lasers, c'est out. C'est stupide. Nous, c'est ce qu'on connaît de plus moderne, de plus futuriste, c'est un laser. Fait qu'on imagine que les extraterrestres ont des lasers. OK. Ceux qui se font enlever par des extraterrestres sont toujours paralysés. OK? La tête aux pieds, certains peuvent bouger un peu les yeux, mais c'est tout. Et là, ils se font enlever, ils ont un examen médical, toujours clean, toujours bien fait, avec le minimum de traumatisme. Et certains disent que même quand 5 personnes se font enlever en même temps, puis que les 5 personnes sont paralysées, puis ils ont un missing time, puis ils se réveillent X heures plus tard. Faisons un pas de plus. Peux-tu imaginer que si les extraterrestres ont un instrument qui permet de paralyser 5 personnes, ça veut dire qu'ils ont un instrument qui pourrait paralyser tout ce qu'il y a de vivant sur la planète Terre en à peu près 10 minutes. Et même, ils peuvent cibler que les humains, sans affecter les animaux, les oiseaux. Alors, s'ils ont l'intention de nous envahir pour quelque raison que ce soit, ils peuvent le faire en 10-15 minutes, c'est terminé, ils en font ce qu'ils veulent. Ils peuvent en faire des barbecues tant qu'ils veulent, le restant de l'éternité. C'est ça, la réalité des extraterrestres qui ont au moins 5, 10, 15, 20, 30 000 ans de plus que nous autres. Ils ont des instruments
qui nous dépassent et qui peuvent, comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo, ils ont certains instruments où ils peuvent vraiment annuler une vie sans lui faire mal. Ils peuvent la décomposer dans les éléments naturels sans affecter l'environnement. Mais ces instruments-là, ils s'en servent que dans les cas extrémistes. Dans le passé, ils s'en ont servi pendant des guerres. À travers les milliers d'années, quand il y a eu des guerres dévastatrices, où les gens s'entretuaient sans arrêt, à un moment donné, ils ont utilisé de ce genre d'armes-là pour nettoyer la planète localement, pas la planète. Parce que dans le passé, je vais être honnête, il y a des extraterrestres qui, à un moment donné, se sont posés la question sérieuse. Est-ce qu'on nettoie la planète entière pour commencer à zéro? Est-ce qu'on annihile tous les humains sur la Terre? Parce que là, franchement, là, ça n'a plus de sens. Ce qu'il dégage comme énergie, c'est destructeur. Mais certains ont dit non, quand même. On pense que les humains ont un avenir intéressant. Alors à ce moment-là, ils ont ciblé les plus agressifs, les plus querelleurs, les plus guerriers. Ils ont ciblé soit des individus ou des peuples ou des armées. Ils ont ciblé des armées qu'ils ont entièrement annihilées. C'est tout ce qu'ils ont fait, le maximum. Quelqu'un me demandait aussi, bon, on va terminer un peu là-dessus. Bon Dieu, tu as eu moins de questions à poser, mais je ne trouve pas. Ils ne sont pas timides avec moi. Hein, donc, ils ne sont pas timides. Les gens me demandaient, au niveau des contacts avec les extraterrestres, je vais dire quelque chose. À cause de ce qui s'est passé dans notre système solaire, c'est le système planétaire il y a 200 000 ans, la Terre a été mise en quarantaine. Tu sais, on vit dans un organisme vivant, immense. Quand il y a des cellules dans cet organisme-là qui commencent à être chaotiques, qui commencent à être cancéreuses, qu'est-ce qui arrive? On délimite. Parce qu'on est devenu, je parle le système planétaire dans lequel on vit, c'est devenu une menace pour le reste de l'univers. Alors, elle a été mise en quarantaine. Elle a été coupée du reste de l'univers. Ce qui fait qu'on vit sur une planète que c'est pas facile parce qu'on est coupé même des êtres supérieurs. On est coupé des fédérations à laquelle on pourrait appartenir. On pourrait être sous la tutelle de fédérations très évoluées qui pourraient nous aider à avancer, à progresser. Mais c'est interdit en ce moment. C'est interdit parce que on est allé trop loin, le système planétaire est allé trop loin, et en ce moment, on est coupé, les extraterrestres essaient de faire le ménage, essaient de nous influencer, mais un contact direct entre des peuples extraterrestres avec la planète entière, c'est bloqué, interdit depuis 200-300 000 ans. Et à cause de ça, mais je vais dire quelque chose, puis là je vais essayer de ne pas rentrer en émotion trop forte parce que ça me rejoint. Les extraterrestres, les êtres supérieurs, sont en train de découvrir quelque chose de magnifique. Il y a des humains sur la Terre qui ont évolué jusqu'à atteindre un grand niveau d'évolution sans être en contact avec aucune aide supérieure, avec aucun être spirituel ou angélique. Et ils ont atteint des très grands niveaux d'évolution. Et ces êtres-là sont maintenant reconnus dans l'univers comme étant des êtres dont la force intérieure, la foi, est inébranlable. C'est facile d'évoluer, puis de grandir, puis de progresser dans un monde où on est toujours en contact avec des forces supérieures, avec des êtres spirituels qui nous épaulent, c'est facile. Et d'être en contact avec une source divine qui nous alimente constamment, c'est facile. Mais d'évoluer, puis d'atteindre un niveau de spiritualité et d'évolution sans avoir la preuve, sans avoir de contact, étant seul sur une planète, quand ces êtres-là atteignent un niveau de perfection atteignable sur la Terre, ils sont reconnus maintenant dans le monde, dans l'univers, comme des êtres d'une grande force intérieure et à qui on peut faire confiance parce qu'ils sont comment on dit, inflexibles. Ce sont des êtres qui ont créé leur propre lumière intérieure. Ils n'ont pas besoin d'une autre lumière. Ils n'ont pas besoin d'un phare qui leur indique le chemin. Ils ont en eux un élément qui les rend d'une très grande force. Et ça, c'est entre autres à cause de ça
que les extraterrestres ont décidé de nous garder. Parce que c'est en train de transformer quelque chose dans l'univers. Parce que ces êtres-là qui ont évolué sur la Terre, on est en train de se rendre compte, les extraterrestres sont en train de se rendre compte que même si les humains qui ont été implantés sur la Terre, c'était pas un endroit facile, puis ils ne devaient pas venir ici. Nous sommes dans un territoire qui appartient aux reptiliens et on n'avait pas d'affaires à être implantés sur la planète Terre. On n'est pas dans la bonne fédération, on n'est pas dans le bon secteur. Mais on a quand même évolué, on a quand même progressé. Et là, les extraterrestres disent, ou les êtres supérieurs disent, on pourrait en implanter ailleurs aussi, dans le même secteur. Parce qu'ils sont en train de prouver qu'ils ont créé une nouvelle façon d'être qui n'a pas été encore vraiment développée ailleurs. Ces êtres qui sont d'une très grande force parce que même dans l'obscurité, ils sont capables de se déplacer parce qu'ils ont une lumière intérieure en eux. Et c'est ça qui a fait la différence et qui fait aussi que certains ont décidé on va sauver les humains parce que leur potentiel a déjà prouvé que ça apporte un plus dans l'univers. On peut arrêter là-dessus. Oui. Alors, okay. On a l'espoir. On a l'espoir, oui. De continuer. C'est pas le fin du monde. Non. On va être ici. Oui. On a des futurs. Oui. On a beaucoup de possibilités. Oui. Pas de chaos. Et comme je l'ai dit, les extraterrestres en ce moment ont le contrôle complet de tout le nucléaire sur la Terre. Si demain matin il se pose quoi que ce soit au niveau nucléaire, les extraterrestres vont intervenir en quelques secondes. Ça c'est clair, ils ont un contrôle total en ce moment. Il n'y a pas rien qui peut y avoir comme déflagration nucléaire sur la planète sans leur accord. Ils ont un contrôle. Qui fait que sur ce côté-là, on peut dormir tranquille. Parfait. OK. Colin, merci beaucoup. Oui, on peut parler un peu de quoi on va parler la prochaine fois? On a beaucoup de choses à parler pour la prochaine fois. Colin, on avait une liste de 10 points. On a fait juste 3 ou 4. Oui, c'est bien. On a 6 pour parler la prochaine fois. Une chose que les gens m'ont parlé aussi, ils aimeraient connaître un petit peu qu'est-ce que c'est les médiums, les voyants, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est médium et voyant, et aussi les annales akashiques. Est-ce qu'on peut avoir accès aux annales akashiques qui contiennent toute notre histoire et notre futur? Moi, j'ai eu dans ma vie différents médiums et j'ai connu leur histoire, comment que leur don s'est développé, tout ça. Ça va être un sujet qu'on va aborder. C'est ça. Ça va être surtout au niveau, ça ne sera plus tellement au niveau extraterrestre, mais surtout au niveau paranormal. Donc, si vous avez des questions, si vous avez d'autres questions, donc tout ce qui est voyance, médium, les esprits, les entités désincarnées, les dons, la plupart des dons que les gens ont, tout ça bien, comment qu'on peut aussi les développer. Ça va être à peu près globalement de quoi on va parler la prochaine fois. OK. Colin, merci beaucoup. OK. Mes amis de Latitude 45, on se voit la prochaine fois.